Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Bonjour Laurent. Salut Romu, salut à tous. Donc au menu aujourd'hui, une partie entre deux très forts joueurs des années 60-70, à savoir Mark Taimanov avec les Blancs et Bent Larsen pardon, avec les Noirs. Donc le trait est tout noir. Donc on vous invite à mettre sur pause la vidéo et ensuite Laurent va tout nous expliquer sur cette fin de partie entre ces deux monstres sacrés de l'époque. Exactement, ouais. D'ailleurs, cette partie a été un sacré combat jusque-là. C'est issu d'une défense Nimzowitsch dans laquelle les Blancs avaient parié sur la paire de fous et les Noirs sur la paire de cavaliers. Ça a été assez tendu et on arrive donc dans cette situation particulièrement décousue avec des structures de pions en lambeaux de part et d'autre. Chez les Noirs, il y a des pions doublés isolés sur la colonne A, un pion isolé en H5, pardon, les pions F7 et E4 sont disloqués, alors que chez les Blancs, pardon, on a les pions C4 et A3 qui sont séparés aussi. On constate que le fou sur B3 n'est pas très à l'aise parce qu'il est bloqué par son propre pion C4. Bref, il y en a un petit peu partout, mais finalement, la chose la plus importante à remarquer dans cette position, c'est l'arrivée du roi blanc jusque dans le camp de l'adversaire sur la case G7. D'ailleurs, le dernier coup joué par Taimanov, c'est le coup roi F6. Hop, désolé pour la fenêtre. Le coup roi F6 en G7. Alors ce roi, évidemment, on peut se dire que puisqu'on est en fin de partie, on peut se permettre d'activer le roi et d'arriver comme ça dans le camp de l'adversaire. C'est d'ailleurs souvent une bonne idée lorsqu'on est en finale. Mais ici, il a peut-être pris un petit peu trop de liberté. Et finalement, il s'est énormément éloigné des autres pièces. Le fou B3, je l'ai déjà dit, n'est pas très actif. La tour H1 est plutôt spectatrice jusque-là. Et à l'inverse, les noirs ont pas mal de pièces autour de ce roi blanc. Leur propre roi peut jouer un rôle. Il protège le pion F7 qui lui-même contrôle la case G6. Le cavalier est dans les parages. Et la tour serait prête à coulisser le long de la 5e rangée pour venir s'en prendre à ce roi blanc. Et donc ici, Bent Larsen, qui était un joueur particulièrement affûté tactiquement et toujours très agressif, a trouvé le coup cavalier G4, qui semble au premier abord être un coup pour attaquer le pion F2, mais qui en réalité tisse un réseau de maths dont Taimanov ne va jamais pouvoir sortir. Ouais, complètement. En fait, avec le coup cavalier G4, il menace le fameux mat des Arabes avec tour G5 échec suivi de cavalier F6 qui ferait un joli mat sur la case G8. Ouais, on va peut-être montrer, alors je joue volontairement un coup pas très intelligent. Après tour G5 échec, le roi va venir sur H7 ou sur H8, disons sur H7. Et après cavalier F6, il y aura mat dans tous les cas de figure. Si roi H8, c'est la forme la plus pure de ce qu'on appelle le mat des Arabes, avec un cavalier qui contrôle la case de fuite et qui protège sa propre tour. Et en cas de roi H6, voilà, on va bénéficier du soutien du pion F7 pour faire mat par tour G6. Donc cavalier G4 crée une menace absolument énorme et que les blancs doivent parer obligatoirement, mais le problème c'est que les pièces sont trop éloignées du roi blanc. Ouais, c'est ça. Donc dans la partie, Taimanov a joué le coup tour D1. Donc on va regarder après la suite. L'autre coup que l'on pourrait étudier et qui semble aussi intéressant, c'est le coup fou A4 échec. Comme toujours, essayer de regarder les échecs pour voir si ça ne change pas le caractère de la position. Et là, évidemment, les noirs joueraient roi E7 pour garder le contact avec le pion F7 et toujours être à proximité du roi blanc. La tour B1 par exemple pour essayer de faire des échecs et d'embêter un peu le roi noir, mais là encore une fois on va essayer de réaliser le tableau de maths dont on a parlé il y a quelques minutes. Et donc après tour G5 échec, roi H8, cavalier F6, on menace simplement mat en G8.
Donc là, les blancs ont à leur disposition quelques échecs, mais on va voir que ça ne change pas vraiment la face du monde, parce qu'après tour B7, roi E6, tour B6, on monte le roi E5, on menace toujours mat, et sur tour B8 qui évite le mat. Voilà, il n'y a plus d'échecs par tour B5, voilà, exactement. Et du coup, après tour B8 qui évite le mat, ce qui se passe finalement, c'est que les blancs ont réussi in extremis à sauver leur roi, mais ils ont déserté une autre partie de l'échiquier, c'est leur propre aile roi, et maintenant on va pouvoir se servir d'un autre atout de la position, qui est le pion H passé. Par la même occasion, on peut menacer des choses assez désagréables avec tour H5 échec et tour H7, et si par exemple fou D1, après H3, les blancs ne seront pas en mesure d'éviter toutes les menaces contre leur roi, et la course du pion jusqu'à la promotion finalement. Donc fou A4, c'est la suggestion de l'ordinateur, mais ça n'aurait pas sauvé de toute façon le champion Taimanov. Donc voyons ce qui s'est passé dans la partie. Alors c'était le 40e coup, peut-être que les deux joueurs étaient en Zeinot, on ne le sait pas. Toujours est-il que Mark Taimanov a décidé de jouer le coup tour D1, et ici Romu, c'est la simple application de la menace. Ouais, voilà, exactement. Donc Larsen a évidemment joué tour G5 échec, roi H8 et cavalier F6. Donc menace mat en G8 comme on l'a vu précédemment. Et les blancs ont un échec de consolation en A4, mais après roi E7, le tableau de mat est refermé et c'est juste abandon. Ouais, exactement. Donc une fin de partie assez étonnante, un petit peu abrupte, parce que on a du mal à imaginer qu'avec aussi peu de pièces sur l'échiquier, le roi blanc puisse se faire mater, mais voilà, ça nous fait un petit rappel à l'ordre, on va dire, même si la règle veut qu'en finale on doit activer le roi, on doit le faire participer, eh bien, il existe toujours un danger que malgré un faible matériel sur l'échiquier, le roi se fasse attraper dans une toile d'araignée et ne puisse plus s'en sortir. C'est exactement ce qui est arrivé ici à Taimanov. Il faut dire, Romu, que cette année-là, en 67, je crois que c'était sur les 2 années 66 et 67, Larsen était particulièrement en forme et en réussite. Oui, il était injouable, il gagnait tournoi après tournoi, et c'était une véritable machine. Donc cette partie en est la démonstration. Battre Taimanov de la sorte avec les noirs en plus, c'est pas donné à tout le monde, et c'était vraiment sa période dorée où il était vraiment parmi les tout meilleurs joueurs du monde. Exactement. Merci Romu pour cette présentation. On vous invite comme d'habitude à liker cette vidéo si elle vous a plu, si vous avez apprécié cette petite toile d'araignée, on va dire, de Bent Larsen. N'hésitez pas à partager auprès de vos amis qui souhaitent progresser quotidiennement notre chaîne. Plus on sera nombreux et plus on sera incité, on va dire, à continuer notre travail. N'hésitez pas également à commenter, à nous dire si vous aviez trouvé ou pas, et si vous avez éventuellement des suggestions, ce genre de choses. On vous dit à très vite sur la chaîne Échecs et Pédagogie. Au revoir, à bientôt.